Quand il a planté une croix pour prendre possession d'un nouveau territoire, dont il espérait bien partager les profits avec ceux qui l'avaient financé, Christophe Colomb signait l'acte de naissance, sans le savoir, d'un nouveau système économique, le capitalisme. Quand les ouvriers parisiens proclamèrent la Commune, ils savaient qu'ils partaient à l'assaut du ciel pour remplacer ce système qui les exploitait par une société humaine et harmonieuse. L'exploitation des richesses du Nouveau Monde, l'utilisation de la main-d'œuvre gratuite fournie par l'esclavage, le commerce triangulaire ont permis aux premiers possédants d'augmenter de façon colossale leurs profits et leurs fortunes au cours du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. La révolution agricole du début du XIXe siècle a amélioré les rendements tout en stimulant le développement du machinisme. Le capital accumulé, les progrès techniques et l'arrivée du chemin de fer à partir de la moitié du XIXe siècle ont été les éléments déterminants pour que se développe la grande industrie, les échanges et la finance. Le monde rural était encore très important en France, puisqu'il représentait 65% d'une population totale de 38 millions d'habitants. Cependant, des familles entières avaient quitté les campagnes pour aller vivre en ville et chercher du travail dans les nouvelles grandes industries, et beaucoup y avaient totalement disparu, broyés par un système inhumain, tant les conditions étaient terribles. C'est ainsi que s'est formé ce peuple des villes et des faubourgs qui, en perdant le contact avec ses origines paysannes, est devenu cette nouvelle classe ouvrière. La bourgeoisie a bien su utiliser ce peuple qu'elle méprise pour prendre le pouvoir en 1789 et lors des journées révolutionnaires de 1830. En 1848, ce sont les difficiles conditions économiques de la population qui sont la cause d'une nouvelle crise révolutionnaire. Cette fois-ci, la classe ouvrière parvient à imposer en février la proclamation de la République. Cependant, cette même République réprimera dans le sang les journées de révolte de juin de la même année qui feront 4000 morts chez les Parisiens. C'est au cours de ces journées que la classe ouvrière est devenue indépendante et a commencé à rêver d'une nouvelle forme de république, la sociale. Le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, devient président d'une république qu'il trahira par son coup d'État de décembre 1851 en restaurant l'Empire. Pendant que croissaient les grandes fortunes industrielles et financières au son des musiques d'Offenbach, d'autres, hommes, femmes et enfants, s'épuisaient à la tâche pour enrichir encore plus les premiers. Le chancelier Bismarck avait pour projet d'unifier les États allemands autour de la Prusse. Dans le même temps, il insistait pour que le cousin du roi Guillaume Ier de Prusse monte sur le trône d'Espagne. La France risquait ainsi de se trouver encerclée. Tombant dans le piège de la dépêche d'Ems tendue par Bismarck, Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. La France était mal préparée et elle affrontait un ennemi supérieur en nombre et mieux armé. Les défaites militaires s'enchaînèrent et Napoléon III fut même fait prisonnier à Sedan le 2 septembre. Celui que l'on surnommait Badinguet devint ainsi le sire de Fichtoncan. Le bruit lui faisait une peur du diable, puis ça troublait ses digestions. Un jour pourtant, jour héroïque, il vit un pétard éclater. Mais il en eut une telle colique que tout le monde en fut ennuyé. V'là le sire de Fichtoncan qui s'en va sans guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. V'là le sire de Fichtoncan qui s'en va sans guerre, en deux temps et trois mouvements, Badinguet, Fichtoncan. Le 4, la République est proclamée à Paris. Des politiciens, mélange d'incompétents, de corrompus parfois, et de partisans de la capitulation, se précipitent pour former un nouveau gouvernement qui s'autodésigne par acclamation et s'installe à l'hôtel de ville sous la présidence du général Trochu que Blanqui qualifiait de crétin militaire.
Trochu prétendait qu'il avait un plan pour mener la défense de Paris. Il en était tellement fier qu'il l'avait fait déposer chez un notaire, maître du clou, et il déclara sans rire: pénétré de la foi la plus entière dans le retour de la fortune, je suivrai jusqu'au bout le plan que je me suis tracé sans le révéler. Fin de citation. La ville est assiégée par les Prussiens le 18 septembre, mais elle résiste malgré le double jeu du nouveau gouvernement qui, effrayé de voir les Parisiens en armes, se préoccupe plus de trouver un accord avec l'ennemi que d'organiser la défense de Paris. La ville est encore très populaire. Sur 1,8 million d'habitants, on compte 442 000 ouvriers, 450 000 employés, 114 000 domestiques et près de 100 000 artisans. Le monde du travail représente 70% de la population. Parmi les ouvriers, on trouve un certain Albert Littlejohn, dont voici le livret ouvrier, et qui était mon arrière-grand-père. La défense de Paris est assurée en grande partie par la Garde nationale, qui était au départ une milice citoyenne chargée du maintien de l'ordre. Son recrutement se faisait dans les milieux aisés, et ce n'est que pendant le siège de Paris que les classes populaires vont l'investir pour défendre la ville. En septembre 1870, on compte environ 350 000 gardes nationaux organisés fédéralement, d'où le nom les fédérés, en 20 légions, une par arrondissement, et 234 bataillons. Chaque légion compte plusieurs bataillons. Dès septembre, les gardes nationaux élisent leurs officiers et sous-officiers. Ils disposent de 500 000 fusils. La défense est mal organisée. Pire, elle est même sabotée par le général Trochu, dont Victor Hugo a dit que le nom est le participe passé du verbe trochoir. Jules Ferry, membre du gouvernement et maire de Paris, chargé de l'alimentation, en profite pour s'enrichir aux dépens des Parisiens qui souffrent de la disette. Une première révolte a lieu le 31 octobre 1870, après la capitulation, sans condition, du général Bazaine qui, au lieu de combattre les Prussiens, voulait aller à Paris afin de rétablir l'Empire avec ses 180 000 soldats. Un deuxième soulèvement, visant à empêcher le gouvernement de capituler, échoue le 22 janvier 1871. Des combats opposent un bataillon de la Garde nationale contre un bataillon constitué de bourgeois de l'ouest parisien et de militaires bretons. Cette situation amène le gouvernement à signer un premier armistice le 26 janvier 1871 et un armistice général le 15 février. Auparavant, les États allemands se sont réunis dans le château de Versailles et ont proclamé leur union dans l'Empire allemand le 18 janvier 1871. Paris a résisté aux Prussiens et ceux-ci n'ont jamais réussi à prendre la ville. Le gouvernement, réfugié à Bordeaux, fait connaître le 26 février les conditions de paix terribles qu'il a acceptées. Cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine à l'Allemagne, paiement en 3 ans de 5 milliards de francs or d'indemnités de guerre, occupation du territoire aux frais de la France jusqu'au paiement de cette indemnité. 500 000 soldats français sont prisonniers des Allemands et une partie de la France est occupée. Bismarck a exigé l'élection d'une Assemblée nationale chargée de garantir le paiement de l'indemnité de guerre. Celle-ci est élue le 8 février 1871. Elle est profondément réactionnaire et monarchiste. Cette assemblée se réunit à Bordeaux le 13 février et le 15, elle supprime la solde des gardes nationaux. Le 16, elle porte à la tête du pouvoir exécutif le sinistre Adolphe Thiers, dont Marx a écrit dans la guerre civile en France. Thiers, ce nabot monstrueux, a tenu sous le charme la bourgeoisie française pendant plus d'un demi-siècle, parce qu'il est l'expression intellectuelle la plus achevée de sa propre corruption de classe. Avant de devenir homme d'État, il avait déjà fait la preuve comme historien de sa maîtrise dans le mensonge. La chronique de sa vie publique est l'histoire des malheurs de la France. Thiers part négocier la paix avec Bismarck à Versailles. Le 4 mars, l'Assemblée nationale ratifie le traité préliminaire de paix. Le 10, elle exige des Parisiens
le paiement des loyers et dettes suspendus pendant le siège. Plus de 150 000 Parisiens sont menacés d'expulsion, de faillite et de poursuites judiciaires. Le même jour, l'Assemblée choisit Versailles comme son lieu de réunion, où il est prévu qu'elle s'installe le 20 mars. De fait, Paris perd son rôle de capitale. Les Prussiens ont défilé dans Paris le 1er mars 1871, encadrés par les bataillons de la Garde nationale dans une ville déserte. Pour que les canons, payés par une souscription populaire, ne tombent pas entre les mains de l'ennemi, la population les déplace en haut de la butte Montmartre, à Belleville et à Ménilmontant. Dans le même temps, des barricades sont dressées autour des avenues où va se dérouler le défilé, comme ici, rue Royale, et la population est appelée à en quitter les lieux pour éviter toute provocation. Les Prussiens ne verront qu'une partie de Paris, vidée de ses habitants, et des drapeaux noirs qui pendent aux fenêtres en signe de deuil. Les Champs-Élysées sont cernés par des barricades, tenues par la Garde nationale. L'armée prussienne établit un campement sur la place de la Concorde, dont l'éclairage public ne fonctionnera pas pour cette partie de la ville. Pour payer l'indemnité aux Allemands, Thiers prévoyait d'émettre un emprunt, dont une partie lui tombera directement dans la poche, mais on n'aurait pas prêté à un gouvernement qui siégeait dans une capitale tenue par des ouvriers révolutionnaires et armés. Thiers, par l'intermédiaire de Jules Favre, avait demandé à Bismarck d'occuper la totalité de Paris, ce qu'il avait refusé prudemment en faisant sortir ses troupes au bout de 60 heures. Le 17 mars, Thiers fait arrêter Blanqui, et le soir, il tient une réunion en présence de Jules Ferry au ministère des Affaires étrangères pour finaliser le plan destiné à reprendre les canons et à mater la population. Les généraux Paturel et Lecomte vont monter à Montmartre avec 4000 hommes. Le général Faron, avec 6000 hommes, va aller au but Chaumont pour contrôler Belleville et Ménilmontant. La division du général de Mauduit doit occuper l'hôtel de ville, la place de la Bastille, l'île de la Cité, le pont d'Austerlitz et le port de l'Arsenal. Le général Valentin doit contrôler avec la garde républicaine les Tuileries, la Concorde et les Champs-Élysées. Il ne s'agit donc pas seulement de reprendre des canons à Montmartre, mais d'écraser toute une ville. Les soldats se mettent en mouvement à partir de 3 heures du matin. Cependant, ils n'ont pas assez de chevaux pour tracter les canons. Ils perdent beaucoup de temps et au matin, la population qui se réveille les entoure et les interpelle. Les gardes nationaux arrivent en armes. À plusieurs reprises, Lecomte ordonne à ses soldats de tirer sur la foule. Ils refusent à chaque fois. Et ceux du 88e régiment de ligne finissent par fraterniser avec les Parisiens. C'est le début d'une révolution qui s'étend à l'ensemble de la ville. Le général Lecomte est fait prisonnier. Le général Clément Thomas, un des fusilleurs de 1848, qui était habillé en civil pour repérer les plans des barricades, n'a pas eu de chance car il est reconnu et arrêté lui aussi. Les 2 criminels galonnés sont conduits dans l'après-midi rue des Rosiers, devenue aujourd'hui rue du Chevalier de la Barre à Montmartre, pour y être exécutés. Les canons sont ramenés à Montmartre. Vers 15 heures, le gouvernement, revenu de son déjeuner, se rend compte de l'ampleur du problème qu'il doit affronter et décide de fuir à Versailles avec toute son administration. Ils y seront rejoints par l'Assemblée nationale le 20 mars. Thiers ne dispose que de 12 000 soldats, alors que la Garde nationale à Paris est forte d'environ 200 000 membres, qui, même s'ils ne sont pas vraiment des soldats de métier et dont l'organisation laisse à désirer, pouvaient les écraser s'ils avaient marché tout de suite sur Versailles. Le comité central de la Garde nationale s'installe à l'hôtel de ville le soir même. Il trouve sur place les preuves écrites des trahisons du gouvernement. Il convoque l'élection d'une assemblée communale pour le 26 mars. C'est l'instauration de la démocratie directe, et l'appel du 22 mars du comité central de la Garde nationale énonce que les membres de l'assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables, et que leur mandat est impératif.
La Commune de Paris prend ses premières dispositions qui seront suivies par beaucoup d'autres. Les églises sont dissoutes et leurs biens rendus à la collectivité. Elle ouvre la citoyenneté aux étrangers qui combattent à ses côtés. Elle supprime l'armée permanente et la remplace par le peuple en armes. Les policiers et fonctionnaires sont mis au service de la Commune et ils sont révocables à tout instant. Les magistrats sont élus et révocables à tout moment. Les représentants sont élus au suffrage universel et ne peuvent percevoir qu'un salaire d'ouvrier. L'instruction est gratuite et ouverte à tout le monde. Le travail de nuit des compagnons boulangers est interdit, ainsi que la pratique des amendes que faisaient payer les patrons à leurs salariés. Les ateliers et entreprises abandonnés par leurs propriétaires sont attribués aux ouvriers. Les Parisiens révoltés veulent transformer l'utopie en réalité et construire la société dont rêvaient les exploités. La Commune est proclamée le 28 mars sur la place de l'Hôtel de Ville et elle adopte le drapeau rouge. Le drapeau tricolore restera celui des Versaillais. Ceux-ci, tout en feignant la recherche d'une conciliation, ont le temps de s'organiser. Dès le 21 mars, Thiers fait occuper le fort du Mont-Valérien qui était resté sans défense, et il a obtenu de Bismarck la libération de 60 000 premiers soldats qui vont renforcer les troupes chargées de la répression. Le fort du Mont-Valérien va donner un avantage important pour organiser la reprise de Paris. Les communards veulent réaliser leurs rêves et ils tentent de convaincre le reste du pays, y compris les militaires chargés de les attaquer, de les rejoindre. Pendant qu'à Paris, on construit un monde nouveau, le camp des possédants, celui des Versaillais, est bien déterminé à en finir avec ce qu'il appelle la canaille, et il s'en donne les moyens. Thiers déclare, devant l'Assemblée nationale le 1er avril, qu'il met sur pied la plus belle armée que la France ait possédée. Bismarck lui aura permis de récupérer 130 000 soldats lors du début de la semaine sanglante en mai. La plupart de ces hommes sont issus du monde paysan et croient les mensonges qui leur disent que les partageux veulent leur prendre leurs terres et leurs maisons. Alors que les paysans auraient eu tout à gagner avec l'avènement d'un monde nouveau, le fossé d'incompréhension entre la ville et la campagne n'aura pas le temps d'être comblé. Le 2 avril, les Versaillais attaquent à Courbevoie, là où se trouve aujourd'hui le quartier de la Défense. L'endroit est mal défendu. Ils reprennent ainsi Courbevoie et Puteaux. Les communards faits prisonniers sont exécutés sans jugement. Et l'ignoble Edmond de Goncourt note dans son journal « Dieu merci, la guerre civile est commencée ». Le 3 avril, quelques responsables incompétents de la Commune lancent une contre-offensive sur Versailles. Celle-ci est mal préparée et mal organisée. Certains participants croyaient même qu'il s'agissait d'une promenade et ne s'étaient même pas armés. Cet épisode lamentable se solde par un échec. Plusieurs dirigeants sont faits prisonniers et exécutés sur place. Thiers envoie 2 plénipotentiaires pour négocier le traité de paix définitif avec Bismarck. Jules Favre, mauvais diplomate, mais falsificateur habile, qui vivait maritalement avec une femme déjà mariée et en avait eu plusieurs enfants. Il avait falsifié l'état civil pour donner une présomption de légitimité à cette liaison et ainsi mettre la main sur une succession importante. L'autre, Pouillet-Quertier, filateur rouennais, avait fait fortune sous le Second Empire et comptait bien utiliser sa fonction de ministre des Finances pour continuer, sous la République, en faisant passer les lois qui avantageaient son commerce. Bismarck leur met brutalement le marché en main, ou la restauration de l'Empire, ou l'acceptation inconditionnelle de ses propres conditions de paix. Il exige que l'indemnité soit payée plus vite et le maintien de ses troupes dans certains forts entourant Paris. En échange, il libère l'armée bonapartiste pour aider à la reprise de la capitale et propose que son armée quitte une partie des territoires occupés. Ces conditions sont bien évidemment acceptées le 10 mai 1871 par le traité de Francfort. Thiers attend que les derniers soldats, libérés par Bismarck, soient arrivés pour lancer l'attaque contre la capitale le 21 mai à la faveur d'une trahison. La semaine sanglante allait commencer. La bourgeoisie allait faire payer à la classe ouvrière son audace et la peur qu'elle avait ressentie. Ne pas avoir attaqué Versailles dès le début
et ne pas avoir mis la main sur l'or de la Banque de France qui était à Paris ont été 2 erreurs fatales. En mai 1871, dans la chaleur des événements, Marx a écrit dans la guerre civile en France : « Par scrupule de conscience, on laissa passer le moment favorable. On ne voulut pas commencer la guerre civile comme si ce méchant avorton de Thiers ne l'avait pas déjà commencé en tentant de désarmer Paris. Deuxième faute, le comité central se démit trop tôt de ses fonctions pour faire place à la Commune, encore par un trop grand scrupule d'honneur. Quoi qu'il en soit, l'insurrection actuelle de Paris, même succombant devant les loups, les cochons et les sales chiens de la vieille société, est le plus glorieux exploit de notre parti depuis l'insurrection parisienne de juin 1848. Cependant, les enseignements de la Commune sont précieux. Il précise : la Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle qu'elle la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte. Une phrase qui devrait en faire réfléchir quelques-uns. En 1891, Engels ajoutera une préface à cet ouvrage pour le 20e anniversaire de la Commune, qui se terminera par ces mots : « Le Philistin social-démocrate a été récemment saisi d'une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l'air ? Regardez la Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat. » Cette vidéo ne se terminera pas avec des photos de communards massacrés, car même s'ils ont été défaits, ils restent vivants dans nos cœurs. Alors gloire à ces femmes et à ces hommes qui ont montré que les travailleurs pouvaient prendre le pouvoir, qui ont voulu réaliser leurs idéaux en montant à l'assaut du ciel et dont les leçons ont servi pour que d'autres révolutions puissent triompher.